Je me suis réveillée seule dans la chambre d'hôpital, la bouche sèche et le corps brûlant de douleur, et la première chose que j'ai vue fut son téléphone portable sur la table de chevet. Ce n'était pas vraiment son téléphone, bien sûr, parce qu'il se trouvait à des milliers de kilomètres de là, naviguant sur des eaux bleues sous le soleil des Caraïbes à ses côtés. Ma belle-mère, la femme qui m'avait toujours regardée comme si j'étais une intruse dans la vie de son fils parfait. Le téléphone était une illusion de mon esprit confus, encore nébuleux à cause de l'anesthésie, mais son absence était aussi réelle que la douleur qui me coupait l'abdomen en deux. J'ai tenté de bouger, seulement de quelques centimètres, et un cri coincé dans ma gorge s'est transformé en larmes silencieuses. Personne n'est venu. Le couloir dehors résonnait de pas pressés d'infirmières s'occupant d'autres patients, d'autres familles, d'autres histoires. Mais là, dans cette chambre froide et blanche, j'étais complètement seule. Mon fils avait choisi une croisière de luxe avec sa grand-mère plutôt que de rester à mes côtés après une chirurgie majeure. Et à ce moment-là, tandis que ma main tremblante cherchait le bouton d'appel qui semblait être à des kilomètres de distance, j'ai compris que j'avais perdu bien plus que simplement sa présence durant ces jours. J'avais perdu son respect, et peut-être avais-je moi-même permis cela. La douleur physique était insupportable, mais la douleur émotionnelle était un abîme qui s'ouvrait dans ma poitrine avec une force dévastatrice. Comment en étais-je arrivé là? Comment une mère qui avait dédié chaque seconde de son existence à un fils pouvait-elle être abandonnée dans un lit d'hôpital pendant qu'il souriait pour des photos avec des cocktails colorés à la main? J'ai fermé les yeux et laissé les souvenirs m'emmener loin de cette chambre, vers les jours où tout a commencé, quand je croyais encore que l'amour maternel suffisait à construire des liens indestructibles. Il y a 28 ans, j'étais une jeune fille de seulement 22 ans, fraîchement diplômée en pédagogie, avec des rêves modestes mais sincères. Je voulais enseigner, avoir ma propre classe, voir des enfants apprenant à lire, écrivant leurs premiers mots maladroits dans leur cahier. Mais la vie avait d'autres projets. J'ai rencontré Robert lors d'une fête de fin d'études d'une amie commune. Il était plus âgé, il avait 35 ans, était ingénieur civil, bien établi, avec cet air d'homme qui sait ce qu'il veut. Je suis tombée amoureuse de la sécurité qu'il transmettait, de la façon dont il me regardait comme si j'étais la chose la plus précieuse au monde. 3 mois plus tard, nous étions mariés, et 6 mois après j'ai découvert que j'étais enceinte de Luc. Je n'oublierai jamais le jour où j'ai annoncé la nouvelle à sa mère. Madame Marlène était une femme grande, à la posture droite, les cheveux toujours attachés en un chignon impeccable, les ongles rouges parfaits. Elle m'a reçu dans le salon de sa maison, un hôtel particulier dans le quartier le plus chic de la ville, et quand j'ai annoncé la grossesse, elle n'a pas souri. Elle a juste pris une longue gorgée du thé qu'elle tenait et a dit, d'une voix froide comme la glace, « J'espère que vous savez quelle responsabilité c'est d'élever un enfant de la famille Dubois. N'importe quelle éducation ne suffit pas. » J'ai senti mon estomac se retourner, mais j'ai souri poliment et acquiescé. Robert a serré ma main mais n'a rien dit. Ce silence de sa part serait une constante dans les années suivantes. Luc est né un matin de mars, pleurant fort, avec des poumons vigoureux et le visage rouge. Il était parfait. J'étais jeune, inexpérimentée, mais j'étais déterminée à être la meilleure mère du monde. Madame Marlène, cependant dès le premier jour a assumé un rôle que je n'avais pas demandé, celui de superviseur. Elle apparaissait chez nous sans prévenir, critiquait la façon dont je tenais le bébé, la température du biberon, le choix des vêtements. Ce body n'est pas de bonne qualité, ma chère. Je vais en faire des importés. Ne mettez pas le berceau près de la fenêtre, il va prendre froid. Vous ne pouvez pas allaiter comme ça, vous allez avoir la poitrine qui tombe. Chaque phrase était une piqûre dans mon estime de moi. Robert riait doucement, disait que c'était sa façon à elle de montrer son amour, que je devais être plus compréhensive. Compréhensive, ce mot deviendrait le mantra de ma vie. J'ai abandonné mes rêves professionnels pour me consacrer entièrement à Luc. Les cours que je voulais tant donner sont restés rangés dans un tiroir avec mon diplôme. Je suis devenue mère à temps plein, épouse dévouée, belle fille obéissante. Je préparais des déjeuners élaborés quand Madame Marlène venait rendre visite. Toujours avec la nappe qu'elle avait offerte en cadeau, toujours avec la bonne vaisselle. J'emmenais Luc au cours de natation, de judo, d'anglais, de musique. C'était un enfant doux, affectueux, qui courait dans mes bras quand il tombait, qui m'appelait au milieu de la nuit quand il faisait des cauchemars. Mais même ainsi Madame Marlène trouvait toujours un moyen de se placer comme la figure centrale. Mamie t'a apporté un cadeau spécial, mon amour. Mamie va t'emmener à ce parc que tu veux tant. Mamie connaît les meilleurs endroits, n'est-ce pas Luc? Les années ont passé. Robert travaillait de plus en plus, voyageait constamment, et quand il était à la maison, il était trop fatigué pour des conversations profondes. Nos soirées se résumaient à des dîners silencieux, lui regardant son portable, moi demandant comment s'était passée sa journée, recevant des réponses monosyllabiques. Luc grandissait, devenait un préadolescent, puis un adolescent, et je remarquais, avec un serrement au cœur que je ne pouvais ignorer, qu'il commençait à me regarder différemment. Ce n'était plus ce petit garçon qui courait dans mes bras, c'était quelqu'un qui levait les yeux au ciel, quand je demandais des nouvelles de ses devoirs, qui préférait passer les week-ends chez sa grand-mère,
qui disait que j'étais trop dramatique quand je demandais juste un peu d'attention. Quand Luc avait 17 ans, Robert est mort. Ce fut un infarctus fulgurant, au bureau entouré de plans et de contrats. Il n'a même pas eu le temps de dire au revoir. Je me suis retrouvée veuve à 45 ans, avec un fils qui était sur le point d'entrer à l'université, et une belle-mère qui, au lieu de me soutenir, semblait me blâmer pour la mort de son fils. Si vous vous étiez mieux occupé de lui, Robert n'aurait pas tant travaillé, a-t-elle dit aux funérailles, les yeux secs, alors que j'étais détruite. Les hommes ont besoin de paix à la maison, pas de reproches. Je n'ai pas eu la force de répondre. J'ai juste tenu la main de Luc, qui était pâle, en état de choc, et j'ai essayé d'être forte pour nous deux. L'héritage de Robert était substantiel. Il avait des investissements, des biens immobiliers, une bonne épargne. Mais Madame Marlène, comme toujours, a voulu tout contrôler. Elle a convaincu Luc, qui était encore vulnérable à cause de la perte de son père, que je ne savais pas gérer l'argent, qu'il valait mieux qu'elle administre tout jusqu'à ce qu'il ait 21 ans. Et Luc, mon fils, m'a regardé et a dit « Je pense que c'est mieux, maman. » Mamie comprend ces choses-là. J'ai senti le sol s'ouvrir sous mes pieds, mais j'ai ravalé ma fierté, une fois de plus, et j'ai accepté. Après tout, c'était pour son bien, n'est-ce pas? Luc est entré à l'université en administration, la même que son père avait fréquentée. Madame Marlène a tout payé. Elle tenait à le souligner chaque fois qu'elle le pouvait. J'investis dans l'avenir de mon petit-fils, disait-elle, comme si j'étais incapable de contribuer. J'avais un petit pécule que Robert avait laissé sur mon compte personnel, et avec cela je payais les factures de la maison, j'achetais mes propres affaires, j'essayais de maintenir ma dignité. Luc a commencé à passer de plus en plus de temps avec sa grand-mère. Des dîners sophistiqués dans des restaurants chers, des voyages de week-end à sa maison de plage, des événements sociaux où il était présenté comme le petit-fils de Marlène Dubois. Je suis devenue simplement la mère, celle qui lavait ses vêtements, qui laissait de la nourriture prête dans le réfrigérateur, qui était toujours disponible, mais jamais valorisée. Si vous suivez ce récit et que vous vous identifiez à des histoires de dépassement et de transformation, abonnez-vous à la chaîne pour continuer à recevoir des récits comme celui-ci, des histoires réelles de femmes qui ont trouvé la force là où il semblait ne pas y en avoir. Après l'université, Luc a obtenu un emploi dans une entreprise multinationale, grâce au contact de Madame Marlène, bien sûr. Il a déménagé dans un appartement luxueux qu'elle lui a acheté, et je suis restée dans la même maison où je l'avais élevé, maintenant encore plus vide, encore plus silencieuse. Il me rendait visite le dimanche, parfois, quand il n'avait pas d'autres engagements. Nous déjeunions ensemble, il parlait de son travail, de ses amis, des voyages qu'il faisait. J'écoutais, je posais des questions, j'essayais de m'impliquer dans sa vie. Mais c'était comme parler à un étranger poli. Le petit garçon qui m'avait un jour dit que j'étais son monde avait disparu, remplacé par un homme qui me voyait comme une obligation hebdomadaire. Il y a 6 mois, j'ai commencé à ressentir des douleurs abdominales intenses. Au début, je les ai ignorées. J'ai pensé que c'était le stress, une mauvaise alimentation, l'âge. Mais les douleurs ont empiré. J'ai consulté un médecin, j'ai fait des examens, et le diagnostic est tombé comme une bombe, une grosse tumeur à l'ovaire. Bénigne, Dieu merci, mais elle devait être retirée d'urgence, avec l'ovaire et peut-être une partie de l'utérus, selon ce qu'il trouverait pendant l'opération. C'était une opération complexe, délicate, qui exigerait au moins une semaine d'hospitalisation et 2 mois de convalescence à la maison. J'ai annoncé la nouvelle à Luc un mardi soir. Il était passé à la maison pour prendre des documents qui étaient rangés dans le bureau de Robert. J'avais préparé un dîner spécial. J'avais essayé de créer une atmosphère accueillante. Quand j'ai finalement pris mon courage à 2 mains et que je lui ai dit « il a arrêté de mâcher », m'a regardé avec une expression que je n'ai pas pu déchiffrer, et après un long silence a demandé « c'est grave ». J'ai répondu que ce n'était pas un cancer, mais que c'était sérieux, que j'aurais besoin d'aide. Il a acquiescé, a dit qu'il allait essayer d'organiser son emploi du temps, qu'il m'aiderait autant que possible. J'ai ressenti un immense soulagement. Enfin, après tant d'années, il serait là pour moi. Mais alors, 2 semaines avant la chirurgie, Madame Marlène est arrivée avec une proposition. Elle avait acheté des billets pour une croisière de 15 jours dans les Caraïbes, partant exactement 5 jours avant mon opération. C'était un cadeau d'anniversaire anticipé pour Luc, qui aurait 28 ans pendant le voyage. « Ce sera merveilleux, mon chéri », a-t-elle dit, avec ce sourire qui n'atteignait jamais les yeux. Nous deux, découvrant des endroits incroyables, tu mérites des vacances. Luc était euphorique. Il avait toujours voulu faire une croisière. Mais alors il m'a regardé et a dit, presque comme une excuse, « Mais c'est près de ton opération, maman. » Madame Marlène a été rapide. « Voyons, mon chéri, son opération est simple. Elle a dit elle-même que ce n'était rien de grave. Les médecins s'occupent de tout, et quand tu reviendras, elle sera déjà à la maison, en convalescence. N'est-ce pas, Béatrice ?» Elle m'a regardé avec ses yeux froids, défiants, attendant que je dise non, que je paraisse la mère contrôlante qu'elle a toujours insinué que j'étais. Et moi, comme toujours, j'ai voulu être compréhensive. J'ai voulu être la mère qui n'empêche pas les rêves de son fils, qui n'est pas un fardeau. Alors j'ai souri, même en sentant mon cœur se briser, et j'ai dit « Bien sûr, Luc, tu dois y aller. C'est une opportunité incroyable. » J'ai vu le soulagement sur son visage, et cela a fait plus mal que n'importe quelle douleur physique que j'avais ressentie. Ils sont partis en voyage un jeudi. Luc m'a fait un rapide câlin à l'aéroport, a dit qu'il reviendrait bientôt, que tout irait bien pour moi. Madame Marlène ne m'a même pas dit au revoir.
Elle est juste entrée dans le hall d'embarquement bras dessus, bras dessous avec son petit-fils, prenant déjà des photos, planifiant déjà les 2 prochaines semaines de luxe et de divertissement. Je suis rentré à la maison en conduisant avec des larmes coulant sur mon visage, ne pouvant pas croire que cela était vraiment en train d'arriver. L'opération était prévue pour un lundi. Je suis arrivé à l'hôpital à 6 heures du matin, seul, avec une petite valise contenant quelques vêtements et mes documents. L'infirmière qui m'a reçu a demandé où était mon accompagnateur, et j'ai dit qu'il voyageait, que tout irait bien. Elle m'a regardé avec pitié, et j'ai détesté ce regard. J'ai détesté être la femme solitaire que tout le monde regardait avec compassion. Mais j'ai signé les papiers, j'ai enfilé la blouse d'hôpital, et j'ai été emmené en salle d'opération avec le cœur lourd, non pas à cause de l'opération elle-même, mais à cause de la solitude qui m'engloutissait. Je me suis réveillé seul. La douleur était absurde, tranchante, comme s'ils avaient ouvert et remué tout en moi. J'ai appelé l'infirmière. Elle m'a donné plus d'analgésiques, mais rien ne semblait suffire. Je suis resté dans cette chambre pendant 7 jours interminables. L'infirmière en chef, une dame d'environ 60 ans appelée Claire, a commencé à me parler. Elle m'apportait du thé, m'aidait à marcher dans les couloirs, quand je devais me déplacer pour éviter une thrombose, me tenait compagnie dans les moments les plus difficiles. Le 4e jour, elle a demandé pourquoi j'étais seul, et moi faible, vulnérable, drogué par les médicaments et par la douleur émotionnelle, j'ai tout raconté. J'ai raconté Luc, Madame Marlène, comment je me sentais invisible dans la vie de mon propre fils. Claire m'a écouté en silence, et quand j'ai terminé, elle a pris ma main et a dit quelque chose qui allait tout changer. Ma chère, vous n'êtes pas invisible, vous avez été effacée, et vous seul pouvez vous rallumer. Mais pour cela, vous devez arrêter de vous sacrifier pour ceux qui ne vous valorisent pas. L'amour qui s'étouffe lui-même n'est pas de l'amour, c'est de l'autodestruction. Ces mots ont résonné dans mon esprit pendant des jours et des jours. Autodestruction, c'était exactement ça. Je m'étais détruite petit à petit, brique par brique, pour construire un hôtel pour mon fils où il ne daignait même pas se rendre. Le 6e jour d'hospitalisation, mon portable a sonné. C'était un appel vidéo de Luc. J'ai répondu le cœur battant, espérant qu'il demande comment j'allais, qu'il montre de l'inquiétude. Mais ce que j'ai vu, c'était un écran plein de soleil, de mer bleue, et lui souriant largement, bronzé, avec un cocktail à la main. « Salut maman, ça va là-bas? Regarde où je suis. » Et il a tourné la caméra pour montrer le pont du navire, les piscines, les gens s'amusant. Madame Marlène est apparue à l'arrière-plan, faisant signe avec un sourire triomphant. J'ai ressenti une vague de nausée. Il n'a même pas posé de questions sur l'opération. Il ne s'est même pas soucié de savoir si j'étais vivante ou morte. Il voulait juste partager son bonheur, totalement indifférent à ma douleur. J'ai raccroché l'appel. Je n'ai rien dit. J'ai juste appuyé sur le bouton rouge et j'ai laissé le téléphone tomber sur mes genoux. Et là, à ce moment-là, quelque chose en moi s'est rompu. Ce n'était plus de la tristesse, c'était de la colère. Une colère froide, lucide, purificatrice. J'avais tout donné, absolument tout, et j'avais reçu des miettes en retour. Je m'étais annulé pour qu'il brille, et il ne remarquait même pas que j'existais. Claire est entrée dans la chambre, à ce moment précis, a vu mon visage, et a dit simplement « Le moment est venu ». J'ai quitté l'hôpital le 8e jour. Je suis rentré chez moi encore avec de la douleur, encore avec des points de suture, mais avec une clarté mentale que je n'avais pas eue depuis des années. J'ai commencé à réfléchir, à planifier. J'ai cherché les documents financiers que Robert avait laissés, les papiers de l'héritage que Madame Marlène avait administrés. J'ai découvert, avec l'aide d'un avocat qu'une amie m'avait recommandé, qu'il y avait des irrégularités. Madame Marlène avait fait signer à Luc des procurations qui lui donnaient un contrôle total sur ses biens, y compris les biens immobiliers qui par loi étaient à moitié à moi. Elle avait tout manipulé, légalement, mais de façon extrêmement discutable. L'avocat, Maître Henry, un homme sérieux et compétent, a tout analysé et m'a dit que j'avais une base pour intenter une action. Mais plus important encore, il a découvert quelque chose que même Luc ne savait pas. Robert avait une assurance vie solide, dont le bénéficiaire était moi, et que Madame Marlène n'avait jamais mentionné. L'argent était bloqué sur un compte depuis 7 ans, attendant que je le réclame. C'était une somme significative, suffisante pour me donner une indépendance totale, et même de quoi investir. Luc est revenu de la croisière un mercredi, bronzé, heureux, plein d'histoires. Il est passé à la maison le samedi suivant pour déjeuner, comme il le faisait toujours. Mais cette fois, je n'avais rien préparé de spécial. J'étais assise dans le salon, encore avec quelques difficultés à me déplacer, mais debout ferme quand il est entré. Il a trouvé ça étrange. « Maman, ça va? Tu as maigri. » C'était la première chose qu'il a dite. Pas un câlin, pas un « tu m'as manqué ». Juste une observation superficielle. J'ai respiré profondément et j'ai dit « Assieds-toi, Luc, nous devons parler ». Il s'est assis, toujours souriant, pensant que ce serait une conversation ordinaire de plus. Mais j'ai commencé à parler, et cette fois je n'ai rien retenu. J'ai raconté les 7 jours seul à l'hôpital, la douleur, la peur, comment je me suis senti quand il m'a appelé pour me montrer les piscines du navire, alors que j'avais des drains dans le corps.
J'ai raconté comment je m'étais annulé pendant des années, comment Madame Marlène m'avait systématiquement dévalorisé et qu'il ne m'avait jamais défendu. J'ai raconté l'assurance vie, les irrégularités dans l'administration de l'héritage, comment j'avais finalement décidé de vivre pour moi-même. Luc est devenu pâle, il a essayé d'argumenter, de dire que ce n'était pas comme ça, qu'il ne savait pas, que Madame Marlène voulait juste aider. Mais je n'ai pas laissé faire. J'ai dit que ce n'était pas pour le blâmer, mais pour me libérer. J'ai dit qu'il était adulte, qu'il avait 28 ans, et qu'il était responsable de ses propres choix, et que j'étais aussi responsable des miens. J'ai dit que je l'aimais, que je l'aimerais toujours, mais que je ne serais plus la mère disponible pour être mise de côté quand c'était pratique, que je ne préparerais plus de déjeuner pour être dévalorisé, que je n'accepterais plus de miettes d'attention. Il est resté silencieux pendant de longues minutes, puis s'est levé, a dit que j'étais dramatique, que j'exagérais, qu'il avait le droit de vivre sa vie, et il est parti, en claquant la porte. J'ai pleuré. Bien sûr que j'ai pleuré, mais c'était des pleurs différents. C'était des pleurs de deuil pour ce qui n'a jamais été, mais aussi de soulagement d'avoir enfin dit la vérité. Dans les semaines suivantes, j'ai intenté toutes les actions légales nécessaires. J'ai réclamé l'assurance vie. J'ai contesté les procurations. J'ai exigé ma part des biens. Madame Marlène était furieuse. Elle m'a appelé, a crié, a dit que j'étais une profiteuse, que je détruisais la famille. Mais moi, pour la première fois de ma vie, j'ai raccroché au nez. J'ai bloqué le numéro. Luc a mis un mois pour me reparler. Quand il est finalement revenu, il était différent, moins arrogant, plus confus. Il s'est assis dans le même salon où nous avions parlé avant, et a dit « J'ai parlé avec des amis. Ils ont dit que j'avais été un crétin. » J'ai failli sourire, mais je me suis retenu. J'ai dit que je n'attendais pas qu'il change du jour au lendemain, mais qu'il fallait qu'il comprenne que les relations sont basées sur la réciprocité, sur être présent non seulement dans les bons moments, mais surtout dans les moments difficiles. Il a demandé si nous pouvions recommencer. J'ai répondu que ça dépendait de lui, que je ne redeviendrais pas la mère qui accepte n'importe quel traitement, juste pour ne pas rester seule, que s'il voulait avoir une mère dans sa vie, il devrait apprendre à être un vrai fils. Il a pleuré. Et voir ses larmes m'a brisé le cœur, et ne m'a pas fait reculer. Certains liens doivent être brisés pour être reconstruits de façon saine. Les mois ont passé. Luc a commencé une thérapie. Il a découvert, avec l'aide d'un professionnel, que Madame Marlène avait été toxique non seulement avec moi, mais avec lui aussi, créant une dépendance émotionnelle malsaine, lui faisant croire que seule elle pouvait le guider, que seule elle avait les bonnes réponses. Il a commencé à s'éloigner d'elle, petit à petit en établissant des limites. Et il a commencé à se rapprocher de moi, cette fois pour de vrai. Non pas avec des visites obligatoires le dimanche, mais avec des conversations réelles, vulnérables, où il admettait ses erreurs et où j'admettais les miennes. Aujourd'hui, 1 an après cette opération qui a tout changé, je suis assise sur la véranda de ma maison, que j'ai rénovée avec l'argent de l'assurance. C'est une maison plus petite, plus accueillante, plus moi. Luc vient dîner ce soir, mais pas parce qu'il doit venir, mais parce qu'il veut. Nous construisons quelque chose de nouveau, quelque chose basé sur le respect mutuel, sur la vérité, sur la présence réelle. Madame Marlène ne me parle plus. J'ai appris que tous les conflits n'ont pas besoin d'être résolus. Certaines personnes sont trop toxiques pour être gardées près de soi, même si ce sont de la famille. La cicatrice sur mon abdomen est toujours là, rosée, visible, mais elle ne me dérange plus. C'est une marque, oui, mais c'est aussi un symbole. C'est la preuve physique que j'ai survécu non seulement à une opération, mais à des années d'auto-annulation. C'est le rappel quotidien que j'ai dû être coupée, ouverte, pour finalement voir ce qui était malade en moi, la croyance que ma valeur dépendait de combien je me sacrifiais pour les autres. J'ai appris qu'aimer ne signifie pas disparaître, qu'être mère ne signifie pas être un paillasson, que la dévotion n'est pas synonyme de soumission. J'ai appris qu'enseigner à nos enfants à nous respecter est l'un des plus beaux cadeaux que nous pouvons leur faire, parce que ainsi ils apprennent à respecter toutes les autres personnes dans leur vie. J'ai appris que dire non, établir des limites, exiger la réciprocité, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est prendre soin de soi, c'est de la dignité, c'est de l'amour propre. Claire, l'infirmière qui m'a accueilli durant ces jours sombres, est devenue une grande amie. Nous déjeunons ensemble toutes les semaines, et elle dit toujours que j'ai été courageuse. Je ne suis pas d'accord. Je n'ai pas été courageuse. J'étais désespérée. Le courage est venu après, quand j'ai choisi de ne pas retourner à ce qui était confortable, mais destructeur. Quand j'ai choisi de reconstruire ma vie même sans garantie que Luc reviendrait, même en risquant de rester complètement seule. Le vrai courage n'est pas de ne pas avoir peur, c'est d'agir malgré elle. Je regarde le ciel orangé de la fin d'après-midi et je pense à toutes les femmes qui sont maintenant là où j'étais il y a 1 an. Des femmes qui s'annulent, qui acceptent des miettes, qui ont peur de perdre le peu qu'elles ont si elles exigent ce qu'elles méritent. Je veux leur dire que perdre ce qui ne